Plein de secrets, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de susciter l'intérêt des Français. 10 ans après les faits, l'auteur présumé du meurtre de sa famille est toujours introuvable. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou vivant ? On en parle tout de suite. En France, le mystère reste entier autour de cet homme suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants. L'affaire a éclaté il y a 10 ans déjà à Nantes, en avril 2011. Et malgré de nombreuses révélations, une question reste sans réponse. Où est Xavier Dupont de Ligonnès ? Retour sur cette mystérieuse affaire avec Martin Choc. Le 21 avril 2011, le procureur de Nantes prend la parole. Depuis quelques jours, une famille a mystérieusement disparu. Il s'apprêtait à lancer un simple avis de recherche quand soudain... Ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse, et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle. Sous la terrasse, 7 corps, la mère, les 4 enfants et les 2 chiens. Xavier, le père, devient aussitôt le suspect numéro 1. Tout laisse penser qu'il a commis ce geste fou quelques jours plus tôt, juste après avoir passé ce coup de fil à sa sœur. On était au Cinoche, en famille, et au restaurant ensuite, et on rentre juste. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis. Je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Il a disparu, mais on retrouve sa trace quelques jours plus tard dans le sud de la France, à 1000 km de chez lui. La police a plusieurs jours de retard sur le fugitif et cette fois, il s'envole pour de bon dans la nature. S'est-il suicidé ou est-il en cavale ? Le mystère reste entier. Plusieurs éléments accréditent les 2 théories. Pierre Boisson, auteur d'une récente enquête journalistique sur l'affaire, au micro de France Inter. Michel Rétif, le meilleur ami de Ligonnès, est dans les derniers jours de la cavale de Ligonnès à 5 km, 10 km de Roquebrune. Et la veille de la disparition de Ligonnès, Michel Rétif croise un ami à lui qui est pilote d'avion. La police n'a jamais entendu ce pilote d'avion. Depuis 10 ans, la police française se rend régulièrement à l'étranger suite à des signalements dans l'espoir de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Les Français s'en souviennent encore de cette affaire revisitée à travers des livres ou encore une enquête du magazine Society qui a atteint des ventes records l'été dernier. Un succès qui a même étonné Franck Hanès, PDG fondateur de Sopress qui édite Society. C'était en août dernier sur Europe 1. Moi j'ai donné mon numéro au téléphone sur les réseaux sociaux, donc les marchands m'appellent directement, m'envoient directement des SMS et je reçois des SMS de marchands tous les jours qui me disent je suis en rupture, il faut que tu me dépannes 30 exemplaires, 40 exemplaires, est-ce que je peux recevoir 200 exemplaires, etc. Et donc on essaie de suivre, mais alors, il y a un moment donné c'était fou. Là, ça s'est quand même un peu calmé parce qu'on a remis du papier, mais ça continue à partir, donc je vais faire un point là. La tuerie de Nantes a aussi inspiré une mini-série diffusée sur M6, Un homme ordinaire. Quel pied si on pouvait tous mourir demain. La police a trouvé l'horreur. Regarde, ils sont tous morts. C'est dingue. Tout le monde vous le dira. C'est un mari attentionné, un père aimant. Mais c'est qui ce type ? Voilà pour la fiction, mais plusieurs documentaires tentent de comprendre cette étrange affaire qui continue de passionner les Français, mais aussi à l'étranger. Depuis que la docu-série Unsolved Mysteries s'y est intéressée, une série disponible sur Netflix. La police revient dans cette maison pour faire des investigations plus approfondies. La police trouve des photos dans des cadres qui n'y sont plus, comme quelqu'un qui s'en va et qui emmène les photos auxquelles il tient, auxquelles la famille tient. Il n'y a toujours absolument rien de suspect dans cette maison. La famille d'Agnès, ils disent attends, une famille elle disparaît pas comme ça. Et c'est eux qui vont vraiment mettre la pression à la police. Et à chaque fois, ils n'ont rien vu d'anormal, ils n'ont rien constaté d'anormal. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce 21 avril, le lieutenant de police trouve quelque chose d'anormal sur cette terrasse. Les Américains ont d'ailleurs beaucoup parlé de cette affaire sur les réseaux sociaux et ils se posent les mêmes questions que nous. Pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès a tué sa famille ? Je rappelle qu'il est le principal suspect dans cette affaire, mais surtout, cet homme reste introuvable. Est-il en vie ? Est-il mort ? Un nouveau documentaire étudie toutes ces pistes, disponible sur le site de BFM TV et déjà diffusé sur cette chaîne française. Xavier Dupont de Ligonnès, et s'il est encore en vie, est une série en 3 parties. Xavier Dupont de Ligonnès est-il en cavale ?
Personnellement, je pense qu'il est vivant. Ou bien s'est-il suicidé? Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. 10 ans après le meurtre de sa femme et de ses enfants, qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès? Une énigme et 2 scénarios. Où est la vérité? Dupont de Ligonnès, la série. Et s'il était en vie? Cette série documentaire est réalisée par Isabelle Quintard. Elle revient sur cette affaire prenante, sordide et fascinante. Isabelle Quintard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé un documentaire sur l'affaire Daval. Cette fois, vous êtes penchée sur Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi ? Oui, c'est l'équipe de Ligne Rouge qui avait réalisé série sur l'affaire Daval. Et puis là, cette fois-ci, on a décidé de s'intéresser à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès parce que d'abord, il y avait les 10 ans de cette affaire, et c'est une affaire dont on continue de parler. Et puis, nous, notre volonté, c'était aussi d'essayer d'explorer peut-être des zones d'ombre de cette affaire et d'essayer d'y apporter un éclairage un peu inédit, notamment au niveau de la narration, c'est-à-dire essayer d'explorer les pistes de travail qu'ont eu les enquêteurs et les hypothèses de travail qu'ils ont eues au départ, à savoir la piste de la cavale et la piste du suicide. Quand les enquêteurs passent la porte du 55 boulevard Schumann à Nantes, la maison est vide. Les volets tirés, au mur, comme sur les meubles, pas la moindre photo de famille. Voilà, en essayant à chaque fois d'amener des éléments nouveaux, des éléments inédits, des documents inédits. Voilà. Et qu'est-ce qui fascine dans cette affaire ? C'est le personnage, justement, Xavier Dupont de Ligonnès, sa dualité, son côté froid. Qu'est-ce qui fascine ? Oui, sans doute. Je pense que ce qui fascine, c'est effectivement la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'il ressemble un peu à tout le monde. Il a une image au départ d'un père de famille sans problème, d'un père de famille qui essaie de maintenir un niveau de vie assez élevé pour ses enfants qui sont dans des écoles privées. C'est un chef d'entreprise, sa femme va à la messe, va à l'église. Donc on se dit c'est une famille française assez classique. Voilà. Et puis en fait, dans les faits, l'envers du décor est tout autre, puisque c'est un homme qui est au bord du gouffre financier. C'est un homme qui a sa femme qui le trompe avec son meilleur ami. Et puis c'est un homme qui risque de se retrouver à la rue puisqu'il a des mois de loyer impayés. Dans sa maison nantaise, l'homme s'isole, souvent, longtemps, dans une pièce au sous-sol. Une cave, sombre et quasi vide, qu'il utilise comme un bureau. Il y a une machine à café, un fax et des centaines de vieilles cartes de visite qui témoignent de ses échecs professionnels successifs. Donc en fait, vous voyez, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que finalement, ça pourrait être son meilleur ami, ça pourrait être son frère, ça pourrait être... vous voyez, il a aussi un physique qui est assez passe-partout, et donc personne ne comprend quels sont les verrous psychologiques qui ont pu sauter. Mais ce qui a pu se passer dans sa tête pour qu'il se retrouve à devenir l'un des fugitifs les plus recherchés de France, et comment il a pu, si c'est lui évidemment, mais parce qu'il y a toujours cette présomption d'innocence, mais si c'est lui, tuer toute sa famille. Quand l'enquêtrice commence à fouiller, elle se rend compte qu'il y a du plastique, donc là tout le monde s'y met, tout le monde se met à fouiller. Dès qu'ils ouvrent la surface plastique, il y a une odeur terrible que les flics connaissent bien, qui est l'odeur de putréfaction des chairs. Et puis là, ils tombent sur une jambe et en fait, c'est la jambe de Thomas. Voilà, donc ce qui fascine, c'est ça. Je pense que ce qui fascine aussi, c'est le côté énigme sans réponse, parce que tout le monde se pose la question de savoir où est-il, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il a réussi depuis 10 ans à échapper à la police, ou alors est-ce qu'il s'est suicidé? Donc vous voyez, ces questions sans réponse, ça aussi, ça fascine beaucoup, parce qu'on a envie de savoir. Tout le monde aurait presque envie de se prendre pour un enquêteur et d'essayer de répondre, de faire sa propre enquête. Alors, vous l'avez dit, c'est un homme qui avait pas mal de problèmes financiers, il n'était pas très heureux dans son couple. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un homme un peu désespéré ? Alors, on peut penser que c'est un homme désespéré. En tout cas, moi, j'ai pu lire énormément de ses écrits, de ses mails, de ses échanges, et on sentait effectivement quelqu'un qui se sentait un peu pris au piège, qui était peut-être au bout d'une spirale, au bout d'un système, parce qu'il n'arrêtait pas d'emprunter aux uns et aux autres, à ses amis, à son père, puis à sa maîtresse. Et là, on sent à ce moment-là, durant l'année 2010 et au début de l'année 2011, que c'est un homme qui est acculé. C'est un homme qui a plus beaucoup de solutions devant lui et qui va devoir affronter l'échec. Agnès, sa femme, témoigne elle aussi de cet effondrement. Elle réalise d'année en année que son mari n'est pas celui qu'elle croyait. Elle le lui fait savoir, le traite de bon à rien. Alors que le couple traverse une période difficile financièrement, elle va toucher un héritage. Plusieurs centaines de milliers d'euros. 300 000 selon certaines sources, beaucoup plus selon d'autres.
Une somme qui devrait mettre la famille à l'abri du besoin. Mais Xavier Dupont de Ligonnès va tout dépenser dans des affaires qui ne marcheront jamais. Et encore une fois, sa personnalité, elle est assez complexe, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas l'échec, qui a peut-être du mal à accepter l'échec. Et donc, pourtant, en ce début d'année 2011, c'est ce qu'il va devoir accepter, c'est d'échouer, notamment dans ses rêves de fortune, puisque c'est quelqu'un qui rêvait de faire fortune, qui rêvait d'être rentier à l'âge de 50 ans. Et donc là, la vérité crue, si vous voulez, la réalité de sa vie va lui apparaître. Donc c'est peut-être ça l'élément déclencheur. Alors, vous dites que c'est une personne qui n'aime pas l'échec. Est-ce que c'est ça qui vous pousse à croire qu'il ne s'est pas suicidé ? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles moi je pense qu'il ne s'est pas suicidé. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans ce qu'on peut lire dans ses lettres, c'est quelqu'un de très orgueilleux, qui a une très haute image de lui-même. Il était en échec sur tous les plans. Il était en échec sur le plan conjugal, ce qui est vrai, sur le plan professionnel, ce qui est vrai, sur le plan financier, ce qui est vrai également. À chaque fois qu'il a échoué au niveau professionnel, à chaque fois, il mettait la responsabilité sur un élément extérieur à lui-même. Par exemple, il a monté une société, la Route des Commerciaux, et puis quand ça ne marche pas, il dira que c'est à cause de la TVA. Vous voyez, cette année c'est TVA, c'est pour ça que ça marche pas. Mais s'il n'avait pas mis ça, bien sûr que ça aurait marché. Vous voyez, jamais il est capable d'assumer ses erreurs ou une mauvaise gestion ou une mauvaise organisation. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à regarder la réalité en face. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à ce moment-là, il aurait été très difficile pour lui d'avouer à sa famille qu'il avait échoué un peu sur tous les tableaux. Et je pense que donc, une des raisons, c'est ça sans doute au geste qu'il a fait, et puis au fait qu'il n'ait pas forcément eu envie de se suicider, c'est que chaque fois qu'il parle de suicide dans ses lettres, dans les lettres à ses proches, c'est à chaque fois pour, si vous voulez, manipuler les gens, pour leur demander encore de l'argent. Donc on n'est pas face à quelqu'un qui a déjà fait une tentative de suicide ou qui a déjà parlé de suicide en étant dans une dépression majeure. On parle de quelqu'un qui à chaque fois évoque de temps en temps le suicide, mais plutôt pour manipuler les gens. Xavier, c'est quand même un super loser. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu un voyageur de commerce qui passe des semaines sur la route, dans sa voiture, aller voir des gens dans les hôtels. Donc il faut pas s'étonner qu'en laissant Agnès seule tout le temps, toute la semaine, elle s'ennuie, mais c'est terrible. Il va découvrir qu'elle le trompe, et en plus avec son meilleur ami qui est Michel Rétif. On n'a pas de preuve avérée qu'il traversait une vraie dépression. Et puis il a des comportements qui sont assez étranges pour quelqu'un qui pense à se suicider. Il va effacer énormément de documents tout au long du périple qu'il fait juste après avoir quitté Nantes le 10 avril. Pendant plusieurs jours, il va à chaque soir effacer beaucoup de documents, des photos, des papiers, des lettres. Pourquoi il fait ça ? S'il a envie de se suicider, peu importe, on a envie de dire, peu importe que les policiers trouvent tous ces documents. C'est très calculé en tout cas. Tous ces actes sont en tout cas, il y a des éléments étranges, il y a des choses étranges. Il se crée des adresses mail aussi, comme si peut-être il avait envie de correspondre avec quelqu'un ensuite, ou s'il avait besoin de cette adresse mail pour des activités futures. Bruno de Strabenrath est persuadé que son ami d'enfance a tout calculé. Il n'en a rien à faire, quoi. Il sait qu'il est filmé, il est pas idiot, il sait où sont les caméras. La question que tout le monde se pose alors, c'est où ? Où est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est parti ? Et surtout, que compte-t-il faire ? Quel est l'intérêt de se créer des adresses mail quelques jours avant de se suicider ? Oui, on n'a pas la réponse, mais c'est quand même c'est étrange. Vous voyez, c'est tout ça qui est troublant. Et plus aussi le fait d'avoir rencontré les spéléologues de la région de Roquebrune-sur-Argence, là où il a disparu, les chasseurs, les spéléologues, qui sont des gens qui connaissent très très bien le terrain, disent non, on a fouillé les cavités connues. Donc si on ne l'a pas trouvé là, ça voudrait dire que Xavier Dupont de Ligonnès était capable de connaître des cavités inconnues de nous, spécialistes. Ça, c'est quand même, alors qu'il c'était pas un spéléo, c'était pas un randonneur, c'était pas quelqu'un qui aimait marcher. Donc, comment il aurait fait ? On a un fichier dans le Var, fichier des cavités du Var, et on a fouillé les cavités qui étaient sur le fichier. On n'a rien trouvé. C'est assez étonnant, ouais. Parce qu'en règle générale, souvent, quand la chasse reprend au mois de septembre, il y a forte chance qu'on retrouve une personne suicidée. Et puis d'autre part, ils sont très étonnés sur le fait que 10 ans après, on ne retrouve pas son corps, qu'on ne retrouve pas la carabine, s'il est parti avec cette carabine. Ce qu'on peut penser au vu des dernières images. Donc où est-il ? Vous voyez, eux, ils le disent. Au bout de 10 ans, honnêtement, on pense tous qu'il n'est pas là. Et surtout, que son corps n'est pas là parce qu'il ne s'est pas suicidé là, en fait. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille tout seul ?
Alors oui, la question c'est... Moi je pense qu'il a pu faire ça tout seul. Mais c'est vrai que la question de la complicité se pose. Parce que c'est comment est-ce qu'il a pu s'enfuir sans que personne ne le voie, ou sans qu'il y ait aucun signalement qui ne débouche sur une vraie piste. Ça, c'est aussi assez étonnant. Alors, est-ce que quelqu'un, au niveau de la complicité, lui aurait donné un point de chute, ne serait-ce qu'un point de chute temporaire, vous voyez, ça pourrait marcher. Puis après, se serait tu et n'aurait rien dit pour ne pas se retrouver impliqué dans une affaire de meurtre. Ça, c'est possible. Hein. Michel Rétif est entendu par les enquêteurs. Vous êtes le seul correspondant de Xavier Dupont de Ligonnès ce 6 avril 2011. Que pouvez-vous nous dire sur cette coïncidence? Je ne vois pas. J'ignore pourquoi j'ai été le seul correspondant de Xavier ce jour-là. Quel a été le sujet évoqué? Je ne me souviens plus. Monsieur Rétif, essayez-vous de cacher quelque chose sur Xavier? Non, je ne cache rien. Je ne me souviens plus de ces 25 minutes. Les enquêteurs ont cherché de ce côté-là, du côté de ses amis, du côté de sa famille. Il y a des choses qui sont assez troublantes, mais il n'y a pas eu de vérité absolue sur une complicité avérée. Alors, je voudrais revenir sur votre documentaire. Il y a eu plein de livres, il y a eu des documentaires avant, il y a eu des articles, notamment l'enquête de Society. Votre documentaire en 3 parties, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Est-ce que c'est les témoignages qui sont inédits, pardon? Alors, il y a des témoignages inédits. On parle par exemple d'un dîner 3 semaines avant les meurtres où on voit très bien le machiavélisme de Xavier Dupont de Ligonnès qui va chercher à se renseigner sur la façon dont on peut se débarrasser d'un corps. Et là, en l'occurrence, à son gendre chasseur, il lui demande comment se débarrasser d'une dépouille d'un sanglier. Il y a aussi des photos inédites comme la photo de Xavier Dupont de Ligonnès avec ses enfants au stand de tir où il les a emmenés quelque temps avant de commettre ses crimes. De nombreux articles sont sortis et un couple me contacte pour me dire qu'un mois auparavant, ils étaient au stand de tir près de Nantes et qu'ils ont reconnu Xavier Dupont de Ligonnès qui était avec 2 jeunes garçons et que tout à fait par hasard, eux ont pris des photos d'eux et que dans le champ, on voit Xavier Dupont de Ligonnès. La photo est glaçante parce que quelque part, il emmène ses enfants là où ils s'entraînent pour plus tard aller les tuer. Ce sont des images qui sont vraiment saisissantes parce qu'on ne les avait jamais vues à la télé. Il y a des témoignages qu'on n'a jamais entendus à la télé. Donc évidemment, par rapport à Society, on n'a pas un temps aussi grand puisque nous, c'est à la télé, on n'est pas sur 20 pages. Mais je pense qu'on a une narration qui est assez inédite sur vraiment, on creuse la piste de telle ou telle hypothèse. Ce qui s'est passé auparavant, puisqu'à chaque fois, la façon de raconter est une manière plutôt chronologique, vous voyez, un peu linéaire. Voilà, les faits sont passés à telle date, puis après il s'est passé ci, puis après il s'est passé ça. Nous, c'est vraiment une démonstration. Et puis, c'est vraiment l'idée de mettre le spectateur à la place de l'enquêteur. Comme si c'était lui qui faisait l'enquête. On lui donne les indices, les éléments, et puis à chacun de se forger son opinion, son avis. Alors, après tous les témoignages que vous avez recueillis, lequel vous a le plus marqué ? Je pense que c'est cette amie de la famille qui me raconte ce dîner. Parce que elle me disait c'était incroyable. On s'est dit qu'il avait vraiment tout prémédité. Parce que, si vous voulez, les enquêteurs ont recueilli des tickets de caisse montrant qu'ils s'étaient renseignés, tout ça. Mais c'est différent d'avoir des témoins d'un dîner qui disent oui, 3 semaines avant, il était là. Et de façon complètement anodine, au cours d'un dîner, il nous pose plein de questions. On n'en pouvait plus des questions qu'il nous posait là-dessus. Vous voyez, on sent qu'il était extrêmement déterminé et motivé. Et quand on entend des proches nous raconter ça, on se dit, ah oui, on voit un peu mieux le personnage, vous voyez, qu'il était, et finalement, la machine à tuer qu'il était à ce moment-là, quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Isabelle Quintard. Merci à vous. Voilà, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours introuvable 10 ans après le meurtre de sa famille. Il est le principal suspect dans cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre.